Bonjour les amis, Éric Perrault. Eh bien nous sommes le dimanche 30 septembre 2018. Alors pour commencer cette petite vidéo, je voudrais faire un grand coucou et dire un grand merci à l'ami Ernesto 2.0. Pourquoi 2.0 d'ailleurs? J'ai oublié le point 0. Ah oui, 2.0, oui, nouvelle formule, d'accord. Je n'avais pas posé la question, vous voyez, c'est tout idiot. Et surtout un grand merci à vous qui avez écouté cette rencontre, fort sympathique au demeurant, et qui est devenu nombreux vous inscrire sur mes vidéos. Alors j'espère que vous ne serez pas déçus. Vous l'avez, je pense, constaté sur cette interview. Ernesto a 36 ans, j'en ai 60. Il a horreur de la politique. J'adore la politique. Mais moi, j'adore dans la politique de tout ce qu'elle a de représentation de l'humain, de sa vilainie, et sans faire de jeu de mots d'ailleurs avec notre ami Villény, enfin notre ami. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire alors pas une revue de presse, parce que je vous dirais que les revues de presse, c'est bien, mais j'apprécie que moyennement, parce que finalement, c'est lire des articles, et lire des articles, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'en tirer la substantive moelle, je dirais, et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer au niveau mondial. Et j'ai participé à un live hier soir, et j'ai trouvé que les gens étaient plutôt pessimistes sur la situation mondiale. Et bizarrement, comme quoi moi je ne suis vraiment pas les courants, je vous dirais que moi je suis plutôt optimiste. Ah, alors pourquoi Perrault il est optimiste? Perrault il est optimiste pour différentes raisons. Vous l'avez vu, bon, il y a l'histoire de l'Ilyushin qui a été abattu indirectement, je dirais, en 3 bandes, c'était un jeu en 3 bandes, par Israël. Même si on n'a pas encore confirmation que ce soit la corvette française et ses missiles qui l'ait abattu, ou que ce soit les Syriens, en tout état de cause, a priori, ce n'est pas les Israéliens en direct. Parce que là, c'était vraiment un acte de guerre complet. Voilà. L'ami Poutine, pour lequel j'ai la plus grande admiration, comme à son habitude, fait preuve d'une très très grande diplomatie, mais aussi d'une très grande fermeté. Je suis tombé sur l'interview d'une femme qui a vécu au Liban pendant de nombreuses années et qui nous racontait, ce que je ne savais pas, c'est que depuis 15 ans, Israël régulièrement viole l'espace aérien libanais en envoyant ses jets et précision vraiment terrible de leur satanisme, je dirais quasiment, c'est de faire en sorte de passer le mur du son au-dessus de Beyrouth. Voilà, de façon à effrayer les populations qui, depuis maintenant des dizaines d'années, oui, facilement, ont subi des conflits, des massacres, quasiment des génocides pour certaines des populations. Eh bien, ce qu'a fait Vladimir Poutine, il leur a rendu finalement la monnaie de leur pièce pour leur montrer ce que ça faisait. Et moi, j'adore ça. J'adore Poutine pour ça. Eh bien, il y a 6 jets russes qui ont violé l'espace aérien israélien et qui l'ont survolé pendant 10 minutes. Or, pour les Israéliens, c'était vraiment une première. Jamais personne, au grand jamais, ne se serait permis de faire ça contre Israël, vous vous rendez compte. Voilà. Eh bien, ça y est, Poutine l'a fait. Eh bien, en cela, il montre encore à Israël, il a dit de toute façon, il a dit à Netanyahou, qu'il a refusé de recevoir d'ailleurs, il lui a dit que de toute façon, quelque part, dans un autre langage plus diplomatique que le mien, tout ça, ça allait se payer un jour. 14 morts comme ça d'un coup, sur une action très belliqueuse, encore une fois, d'Israël. Pour ceux qui ne suivent pas la géopolitique, tout le monde ne s'y intéresse pas, l'objectif d'Israël, c'est quoi? C'est très simple. C'est d'obliger Donald Trump à laisser ses troupes au Moyen-Orient. Depuis des mois, depuis l'arrivée de Donald Trump, que je soutiens, j'ai toujours dit que Donald Trump souhaitait se retirer du Moyen-Orient.
Ce qui m'a valu des insultes, je vous explique pas. On m'a traité de demeuré, on m'a traité de tout. Mais peu importe, pas grave, vous savez. Tout dépend de qui viennent ces propos. Et puis, de plus en plus, on s'aperçoit que Donald Trump, alors il y a deux écoles, il y a le Donald Trump patron et puis il y a ce qu'on appelle l'État profond qui est patronné, je dirais, par des marchands d'armes et ces marchands d'armes qui ont tout intérêt à ce que la guerre se perpétue, de la même façon que beaucoup d'officiers et d'officiers supérieurs de l'armée américaine ne peuvent avoir du boulot finalement que quand il y a de la guerre. Voilà. Et les troupes américaines sont tellement nombreuses à travers le monde, c'est ce qu'avait souligné d'ailleurs le président Poutine, que rapatrier toutes ces troupes-là aux États-Unis, il y en a beaucoup qui vont se retrouver au chômage. Bien. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme je l'affirmais, d'ailleurs, surtout à l'époque, ce qui a étonné d'autant plus les gens peut-être, c'est que j'ai fait ces affirmations-là au moment où Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui pouvait paraître complètement fou, donc un soutien direct à Israël. Et moi à l'époque j'ai dit non, ne vous y trompez pas, c'est un piège. Vous savez, il y a le cadeau empoisonné. J'avais raconté d'ailleurs cette petite fable, je vais vous la redonner, cette petite fable de l'oiseau qui tombe de son nid, c'est l'hiver, et il est au pied de cet arbre, et piou, 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 il a froid. Une vache qui passe par là, voyant que cet oiseau a froid, va lui faire une belle bouse bien chaude sur l'oiseau, et l'oiseau sera réchauffé et quelque part sauvé. Là, un loup arrive, voit l'oiseau, l'attrape, le secoue, le nettoie et va le dévorer. Alors, Trump, il a fait pareil, finalement. Apparemment, il a fait un cadeau à Jérusalem, en nommant effectivement Jérusalem capitale d'Israël, mais derrière, ça entraînait quoi? Ça a entraîné l'exaspération d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient, qui, depuis des décennies, se sont laissés acheter, ni plus ni moins que par les États-Unis, mais là, c'est peut-être le pas de trop. Ça, c'était, à mon avis, la première marque. Deuxièmement, vous l'avez vu, avec les victoires successives de l'armée russe et de l'armée syrienne, et maintenant appuyée aussi par le Hezbollah et par l'armée iranienne, et même un petit peu par l'armée chinoise, dans une moindre mesure, Donald Trump a bien compris que, et moi je pense que ça l'arrange, que de toute façon c'est un territoire qui ne lui appartient plus. Le raisonnement que je tenais déjà à l'époque, c'était de dire, n'oubliez jamais que Donald Trump est un homme d'affaires. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires, c'est quand il met $1 sur la table, il faut que ça lui en ramène 10 ou 100. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je l'avais cité aussi, un chiffre éminemment étonnant, était les 20 milliards de dollars par an, que coûte, tenez-vous bien, uniquement le fait de climatiser les tentes et les bungalows des GI en Irak et en Afghanistan. 20 milliards par an, rien que pour la clé. Bon. L'intérêt des États-Unis de prendre position au Moyen-Orient, c'est logique, c'était le pétrole. Oui. Sauf que n'oubliez pas que Donald Trump, déjà, n'est pas du tout ami avec les patrons d'Exxon Valdez, etc. Pas du tout. Mais ça, faut le savoir. Mais par contre, il a énormément soutenu, ce que moi je ne soutiendrai pas, je vous le dis tout de suite, les compagnies qui se sont lancées dans l'extraction du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis. Il s'avère qu'aujourd'hui, les États-Unis sont le premier producteur mondial de ces deux produits. Premier producteur mondial. Où est l'intérêt de Donald Trump de continuer à soutenir militairement la présence de ces pétroliers américains, entre autres, au Moyen-Orient, alors que ça lui coûte, et que ça coûte donc à l'État américain, des milliards et des milliards et des milliards. Des fortunes. Aucun intérêt. Si encore les compagnies pétrolières finançaient cette armée-là,
On pourrait dire c'est pas un problème. On va retrouver le coût de cette protection sur le prix du pétrole, mais là, ça n'est plus directement, je dirais, le contribuable américain qui paye, mais c'est le contribuable, oui, américain, mais sur son litre d'essence. Voilà. Donc là, c'est une façon différente de voir. Donc tout ça pour vous dire que j'ai toujours défendu le fait que Donald Trump voulait se retirer du Moyen-Orient. D'autre part, non seulement les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole de schiste, c'est vrai, mais pétrole quand même, mais en plus, à quelques encablures de là, bon, il y a quoi? Il y a le Mexique à traverser, il y a l'Amérique centrale, c'est pas des distances infaisables. Moi, je vois tout à fait dans les années qui viennent, 5 à 10 ans, eh bien, des gazoducs, des oléoducs, aller jusqu'au Venezuela. Venezuela, première réserve mondiale de pétrole. D'ailleurs, vous avez bien vu que Trump remet une couche sur Maduro, que l'Assemblée des pays d'Amérique du Sud ont prévenu Maduro que les Américains allaient l'envahir. C'est pas par hasard. Il faut le comprendre. Bien. Alors ça, je dirais que pour moi, il y a plusieurs chapitres. Premier chapitre, Israël. Je suis totalement en opposition, alors, non seulement à l'établissement d'Israël sur les terres palestiniennes en 1948, je suis totalement encore plus en opposition à la prise, entre autres, du Golan en 67 après la guerre. D'ailleurs, encore une fois, Donald Trump, il y a moins de 2 mois de ça, lors d'une conférence, a bien précisé que jamais les États-Unis ne reconnaîtraient la possession du Golan par Israël. Pensez-vous que si Donald Trump était vraiment l'ami, vous savez, comme Valls avait dit, vous savez, celui qui s'est barré en Espagne, s'il était vraiment l'ami d'Israël, est-ce que vous pensez qu'il dirait ça? Non, au contraire. Il validerait la possession du Golan, sachant en plus, encore une fois, je le répète, que le Golan, c'est la source d'approvisionnement en eau d'Israël et de Gaza aussi, là, géré par Israël. C'est pour ça que les Gazaouis se voient régulièrement avec, par jour, je crois qu'ils ont 2 heures d'approvisionnement en eau, et les Israéliens coupent. Et c'est sympa. C'est un peuple, vous savez que c'est l'armée quand même la plus morale du monde. Voilà. Donc, pour moi, le retrait du Moyen-Orient des États-Unis est une bonne solution. Par contre, la mauvaise nouvelle, je dirais, c'est la déclaration d'un officier supérieur de la marine, un sous-marinier, qui a dit que si Israël devait disparaître en cas de guerre contre l'Iran ou autre, contre la Russie, eh bien Israël ne disparaîtrait pas tout seul. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces cas-là, l'idée c'est de balancer les 200 ogives nucléaires un petit peu sur tous les pays qui auront contré Israël. Donc ça par contre, c'est pas la bonne nouvelle. Maintenant, bon, l'espoir que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est très en avance sur la technologie et des radars et des missiles, vous l'avez vu en MHD, mais aussi sur les contre-mesures. D'ailleurs intéressant, encore une fois, vous voyez, je digresse, mais tout ça, ça fait partie d'un même tableau. Vous avez certainement entendu parler de ces 7 méga-ordinateurs américains qui sont tombés en panne, et au même moment, des satellites, alors c'était, j'ai plus les noms en tête, je les ai pas pris, mais ces satellites qui sont devenus aveugles aussi. À tel point qu'on s'est demandé, puisque ce sont des satellites justement de surveillance qui sont tombés en panne, on s'est demandé, la presse s'est demandé un petit peu, mais aussi les politiques, pourquoi tout d'un coup ces satellites tombaient en panne, surtout qu'ils ont eu beaucoup de mal à les remettre en route. Ça cachait quoi? Alors ça cachait quoi? Moi j'ai peut-être une solution. Ça cachait peut-être l'emplacement des S-300. C'est une idée, hein. Bon, c'est une idée comme une autre. Mais vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu, on dit, il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais beaucoup de choses qui, je pense, vont, si on met le cas israélien à côté, parce que pour moi, le danger reste Israël. Je pense que la politique, on va dire, nationaliste, quelque part, de Donald Trump,
On la retrouve en Hongrie, on retrouve en ce moment, des pays et des peuples qui redeviennent un petit peu nationalistes, ce qui met très certainement de toute façon l'Union européenne en danger, bien évidemment, à moins qu'elle évolue sur une Europe des nations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'est en train de faire Steve Bannon. On dit qu'il est en train de vouloir casser l'Union européenne. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est en train de redonner finalement des messages aux responsables qui le reçoivent des différents pays européens, de leur redonner un petit peu, d'ailleurs Bannon c'est complètement son credo, de leur redonner un esprit national. Voilà. Nationaliste. Un peu gros problème là-dessus par contre, et ça j'en ai parlé il y a déjà plusieurs mois, je pense avoir été quasiment un des premiers à en parler, c'est du phénomène que l'on rencontre depuis 2-3 ans, où moi je l'ai remarqué au départ, je vais vous dire sur Twitter, donc je suis sur Twitter également, moins souvent maintenant, j'ai plus le temps, mais j'y suis. J'avais remarqué que des gens qui me suivaient et qui arboraient le Front National, très souvent avaient l'étoile David à côté. Et ça s'est généralisé. À tel point, je l'ai déjà raconté, mais pour les nouveaux, je vous le redis, qu'il y a 6 mois de ça, peut-être, oui, dans une matinée, ça m'a énervé, donc j'ai viré 2000 followers dans la matinée, en disant, moi non, c'est hors de question. Alors, si on veut faire une toute petite analyse, mais je vais essayer de faire rapide, pourquoi ces nationalistes veulent rejoindre l'image finalement d'Israël? Parce que pour eux, je dirais à courte vue, parce que vraiment, faut ne rien avoir compris au nationalisme, mais bon, ça s'explique aussi par le fait que je pense que beaucoup de nationalistes aujourd'hui, et je l'ai dit aussi, et c'est triste ce que je vais vous dire là, c'est que beaucoup de nationalistes aujourd'hui sont plus des racistes, qui se trouvent être dans la peur, que de vrais nationalistes au fond de leur cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, logiquement, en toute logique, ils s'assimilent beaucoup plus à la politique de Bibi Netanyahou en Israël, qui est une politique ségrégationniste, raciste, quasiment à l'image d'ailleurs de, alors c'est intéressant, quasiment à l'image de ce qu'on a connu et ce qu'on recommence à connaître d'ailleurs, mais dans l'autre sens, en Afrique du Sud. Voilà, la ségrégation raciale, d'un côté les blancs, de l'autre côté. Bon. En Israël, c'est la même chose. Alors là, oui, les bons sionistes vont me dire, oui, mais c'est pas vrai, il y a quand même des députés palestiniens à la Knesset. Oui, ils doivent être 3 ou 4. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont juste là pour faire beau. Mais quand on voit les destructions de propriétés de Palestiniens, quand on voit qu'ils n'ont plus accès au permis de construire, voilà, bon, Israël veut manifestement débarrasser le territoire d'Israël. À ce titre-là, d'ailleurs, ils ont déclaré il y a quelques semaines maintenant que l'État israélien est un État juif. Et oui, pourquoi? Toujours pareil, parce que la technique du sioniste est de se cacher derrière le juif. Oui, quand les Israéliens culpabilisent et montrent du doigt les Palestiniens qui prennent, et je peux le croire, je peux le comprendre, parce que tout le monde fait ça malheureusement dans les guerres, prennent les civils en otage, Israël ne fait ni plus ni moins que la même chose en prenant les juifs qui se croient défendus par le sionisme, ils les prennent en otage, ni plus ni moins. Bien, donc ceci pour dire que moi tout ça ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle aussi, je vois que là, effectivement l'Algérie a confirmé ses très très bonnes relations avec Téhéran. Pour ceux encore une fois qui suivent un petit peu la géopolitique, on sait que dans le carnet, je crois que c'est M. Duhamel qui en avait parlé, dans les carnets de prévision qui datent maintenant d'il y a 7 ou 8 ans quand même, hein, eh bien il y avait l'invasion de différents pays, dont Israël, l'Algérie qu'il fallait absolument déstabiliser. Bien.
Alors tout ça, pourquoi? Il fallait déstabiliser la Syrie, parce que la Syrie reste un ennemi d'Israël, ça c'est clair. Il fallait déstabiliser l'Iran, parce qu'encore plus, l'Iran a toujours prôné la disparition d'Israël. Et puis vous remarquerez que par contre, les amis d'Israël, que sont le Maroc ou la Jordanie, ne sont absolument pas embêtés. Il n'y a aucune révolution chez eux, tout se passe bien. Donc je dirais qu'il est clair comme un verre d'eau claire, c'est limpide de voir qui sont les agresseurs en regardant simplement qui sont les agresseurs. Bien. Donc bonne nouvelle pour l'Algérie. L'Algérie a, je crois, pratiquement triplé son budget d'armement. Donc l'Algérie sait de toute façon depuis déjà au moins 3-4 ans qu'ils sont dans le viseur. Je pense que ça sera beaucoup plus compliqué que sur la Libye. La Libye s'est laissée avoir, par surprise quasiment. L'Algérie se prépare. Et puis l'Algérie est peut-être, bizarrement, peut-être encore plus un pays militaire et militariste que ce que l'était la Libye, contrairement à ce qu'on a bien voulu dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ben oui, alors toujours un petit peu en parlant des mêmes, hein, c'est terrible, hein, on va finir par croire que je les aime pas ces gens-là. Mais vous le savez peut-être, depuis le 30 mars se passe tous les vendredis ce qu'ils appellent la marche du grand retour, qui est une marche des Palestiniens en direction des grillages, des barbelés et des murs qui les séparent d'Israël, dans l'esprit, si vous voulez, de leur grand retour. Tous ces gens qui sont des rescapés de cette guerre des 6 jours, qui sont allés se réfugier très souvent, d'ailleurs en très grande quantité au Liban, et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux. Eh bien là, le 28 septembre, vous voyez, il y a eu encore 7 morts et plus de 500 blessés. Voilà. Bon, alors ne cherchez pas cette information sur BFM TV, ou alors à mon avis c'est passé très très près, hein, mais ça n'a pas duré longtemps comme info. Autre information, alors qui va faire un peu grincer l'État français et les États-Unis, etc. Mais je pense qu'il fait partie d'une grande manipulation aussi, parce que quelque part, vous savez, il y a les grandes déclarations et puis en dessous, il y a les discussions qui sont beaucoup plus profondes. C'était l'Assemblée générale de l'ONU, donc la 73e, le 29 septembre, la Syrie a appelé la France, les USA et la Turquie à quitter son territoire. Et c'est là aussi que je vous dirais qu'il y a quand même un petit peu de théâtre là derrière, parce que la Syrie appelle la Turquie à quitter son territoire, alors qu'il y a une vraie collaboration entre Poutine et Erdogan, entre autres, sur cette guerre-là, que Bachar el-Assad n'est pas forcément très intéressé à voir une partie de son territoire sur la partie sud-est, avec la séparation sur l'Irak et la Turquie. Ils sont pas prêts à voir la création d'un État kurde à cet endroit-là. Le PKK, bon, c'est une vieille histoire, il n'y a pas que le PKK, mais il y a un autre organisme dont j'ai perdu le nom, mais bon, c'est quand même beaucoup d'attentats depuis très très longtemps sur la Turquie. Je dirais que vous savez, moi j'ai défendu ces femmes turques, ces militaires femmes kurdes, pardon, qui se sont battues magnifiquement contre Daesh, mais je dirais que malheureusement c'est un peuple qui va être sacrifié. C'est un peu comme les Indiens d'Amérique, on ne sait pas où les mettre. Leur donner des champs pétrolifères, ça n'intéresse pas grand monde. Sauf à dire de les installer sur ce qui, à mon avis, arrivera, c'est-à-dire la division de l'Arabie saoudite. C'est un peu loin de leur territoire traditionnel. Voilà, donc que la Syrie demande à la Turquie de partir, à mon avis, la Syrie ne pouvait pas faire autrement, quelque part pour épargner aussi la Turquie et Erdogan, parce que dans le mettant à part, n'oubliez pas que Erdogan est toujours membre de l'OTAN, et je pense que ça c'est aussi une chose qui va changer, je pense.
parce que là, ils sont un peu vraiment mis au pied du mur. Hein. Euh, mais voilà, cette déclaration n'est pas anodine. Bon, alors, il faut quand même savoir que, alors de mémoire, hein, je ne l'ai pas en note là, mais au 72e, à la 72e Assemblée, la Syrie avait déjà fait cette demande. Donc c'est une demande qui est réitérée complètement. Donc à voir. Euh, alors ce qu'il y a de, par contre, là c'est vraiment, et ça s'est passé lorsque j'étais chez Ernesto, et franchement, moi qui suis vraiment au plus près, j'essaye de suivre au plus près, euh, la géopolitique, et évidemment en ce moment la grande crise, c'est la crise syrienne. Je suis quasiment tombé sur mon fauteuil d'étonnement. Alors je vais quasiment le lire parce que je voudrais pas me dire de bêtises. Le 25 septembre, l'Assemblée générale de l'ONU. L'Union européenne fait front contre les menaces de Trump sur le dossier Iran et sur le dossier climatique. Les Européens vont instaurer un système de troc pour contourner les sanctions américaines sur l'embargo sur l'Iran. Croyez bien que ça, et c'est bizarre, j'en ai pas entendu parler ailleurs, c'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez compte que tout d'un coup, l'Union européenne, du moins les membres de l'Union européenne, disent quasiment à Trump, excusez-moi du terme, mais on t'emmerde, on t'emmerde. Tes sanctions, bah, on n'en a rien à faire. Vous le savez peut-être, c'est que depuis que Trump a lancé ça, Total, qui avait un très 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 gros marché avec l'Iran, s'est retiré, et que finalement c'est la première entreprise pétrolifère chinoise qui a repris le marché. Donc encore une fois merci, une fois merci. Vous voyez, moi autant je défends Trump, mais quand il fait des conneries, c'est sa politique à lui, voilà. Vous savez, les nationalismes, c'est ça aussi, hein, c'est la défense d'abord de votre peuple. C'est ce qu'il a dit, c'est American First. Hein. Mais là, ce retournement de situation est vraiment pour moi très très fort. D'ailleurs, sur la lancée, je ne l'ai pas noté, mais sur la lancée, je sais que Donald Trump a tiré un petit peu les oreilles à Madame Merkel en lui disant qu'elle avait une vraie dépendance énergétique avec la Russie, alors qu'il y a, c'est l'hiver dernier, je crois, de mémoire, l'Allemagne avait fait venir des gaziers, des navires gaziers des États-Unis, donc du gaz de schiste. L'Allemagne avait acheté aux États-Unis. Bon. Et apparemment, bah oui, c'est vrai que c'est plus facile de se fournir en Russie qu'ailleurs. Tout ça aura, je pense, une incidence aussi sur les événements en Ukraine. Moi, j'ai toujours dit à Poroshenko qu'il n'avait aucun intérêt à cotiser pour sa retraite, parce que je pense que de toute façon, il verra jamais la retraite, cet homme-là, parce que le seul moyen aujourd'hui, pour cette Europe qui s'est fourvoyée complètement dans ce dossier, mais complètement de A à Z, avec les États-Unis sur ce dossier ukrainien. Le seul moyen pour l'Union européenne de faire taire les médisants comme moi, c'est d'éliminer Poroshenko. On se rend compte que depuis quelques mois, ça bouge très très fort aussi en Ukraine, parce que il est arrivé avec des grandes promesses. Vous vous souvenez certainement des événements de Maïdan. Il a été quand même prouvé que les snipers, entre autres des Hollandais, un Américain, je crois, Hollandais, ça je me souviens, les snipers qui avaient tiré dans la foule avaient été finalement sur les ordres de l'équipe de Poroshenko, qui ont fait même tirer sur leurs propres troupes pour faire croire que c'était le président en place qui tirait sur sa foule. Donc là, moi je vous garantis que c'est une information très 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 importante, parce que tout peut en dépendre. Tout peut en dépendre. Et je dirais que, encore une fois, le seul caillou dans la chaussure, vraiment le caillou dans la chaussure, vous savez, celui qui vous empêche de marcher et qui vous fait chier, qui vous fait mal, je suis désolé encore de le répéter, c'est Israël. Voilà, c'est Israël. Bon, sinon, vous savez que l'avion le plus cher, l'avion de chasse le plus cher du monde s'appelle le F-35, dans sa version A, B, etc. C'est l'avion américain, l'avion furtif. Eh bien, le premier exemplaire vient de se cracher en Caroline du Sud. Bon, à fabrication de Lockheed Martin, il n'y a pas eu de victime. Voilà. Donc là, ils ont perdu quelques milliards. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. De toute façon,
De toute façon, je ne comprends pas parce qu'ils ont continué, ça fait des années qu'ils travaillent sur cet avion-là, qui est déjà dépassé par les nouveaux avions russes, de 5e et 6e génération qui arrivent, 5e qui sont là et 6e qui vont arriver. Euh, et à l'époque, déjà, les officiers supérieurs de l'US Air Force avaient demandé au gouvernement de dire à Lockheed Martin d'arrêter, de changer de modèle, parce que vraiment, c'était une catastrophe. Après, alors dans les petits sourires, alors ça c'est plus vraiment de la politique, mais ça la rejoint un petit peu. Alors Israël accuse le Real de Madrid, j'ai vu ça tout de suite, de défendre la violence et la terreur. Je vous le répète parce que faut bien intégrer. Israël accuse le Real de Madrid de défendre, entre guillemets, la violence et la terreur, fermez les guillemets, en accueillant l'égérie des Palestiniens Aed Tamimi, la petite blondinette qui avait giflé ces deux mecs de Tsahal, qui à mon avis ce jour-là, heureusement, avaient des couches. Bon, vous voyez, c'est plutôt une blague qu'autour. Mais alors là encore, ça peut paraître anodin. Mais comment un gouvernement peut s'inquiéter de voir une gamine qui maintenant aura une vingtaine d'années à Aide, reçue en Espagne. Enfin bon, et puis alors, autre petite information qui m'a fait marrer, décidément, on va croire que je suis vraiment antisioniste. Marion Maréchal avait fait une demande suite à l'assassinat du père Hamel de mémoire. Elle avait demandé à rejoindre les réservistes et le ministère des Armées l'avait refoulé en disant non, pas vous chez nous. Elle a mis ça en justice, la justice l'a débouté. Donc moi j'ai un conseil pour elle, je sais, Marion, je te le dis à toi, Marion, Tsahal recrute. Voilà. Et je pense qu'en plus tu te retrouveras en famille, donc c'est bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, c'est parfois un peu complexe. J'espère que j'ai été un petit peu clair, vous me le direz sur les commentaires si vous le souhaitez. Mais vous savez, c'est ce qui fait la différence avec notre ami Ernesto, c'est que je pense, vous voyez, ces informations-là, c'est de savoir si nous aurons une troisième guerre mondiale ou pas. Et moi, ça m'intéresse de savoir si nous allons vers une troisième guerre mondiale. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Demain, c'est le boulot. Et puis, je vous embrasse et puis je vous aime, parce que moi, les gens qui me suivent et en général qui me laissent de très très beaux commentaires, très sympathiques. Voilà. Et puis, aux petits nouveaux, écoutez, so long. Allez, au revoir. Plaisir.